Bienvenue, content de vous retrouver. C'est le numéro 82 de notre funeste Fret Magazine. Si vous nous découvrez, livres anciens, livres récents, livres rares. Et là, dans quelques instants, je vais vous lire notre premier texte. C'est que je tenais à revenir. Je pense que ce serait mieux, tout compte fait, de commencer avec la lecture de ce Je vous donne les références, mes lunettes, voilà, permettez que j'enfile les références de ce texte, et les références pour tous les comme d'habitude, pour tous les bouquins dont il sera question dans notre funeste, comme d'habitude, il faut aller pour ça, c'est en dessous que ça se passe. Alors voici, je vous dis pourquoi les références et pourquoi le choix de ce texte d'ouverture. Sera passé le temps des bourgeois raffinés, délicats. Ceux-là éprouvaient encore un vague respect pour ces éléments encombrants, illogiques et superflus, qui leur inspiraient aussi une honte obscure. Nous jetterons de temps en temps, nous jetterons de temps en temps un coup d'œil aux faiseurs de vers, aux croque-notes, aux barbouilleurs, mais nous ne leur permettrons pas d'entrer chez nous. Et là, c'est moi qui ajoute, le cas échéant, on ramassera les copies, oui, jusqu'à un certain stade, on pourra éventuellement ramasser les copies en même temps que les carcasses, les copies en même temps que les carcasses, les ramasser. Le tout, histoire que ça nous procure encore comme un vernis culturel, hein, et si le pauvre bougre qui s'était mis dans l'idée de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'écrire, s'il y a vraiment cru, s'il s'y est donné à fond défoncé, que sais-je, eh bien, ce sera encore mieux. Oui, si, oui, ça c'est moi qui ajoute. Alors, c'est que je voulais revenir quelques instants sur le contenu d'un de nos le dernier numéro, vous savez, de notre abécédaire. C'était dans notre abécédaire de lecteur et à la lettre D, un D comme décorum, le livre comme au sens large, le livre comme décorum. Et je me demandais si ça n'avait pas un côté, on ne va pas dire dépassé, mais quelque peu ringardisé, lorsque nous avions ciblé, et ce n'est pas nouveau, ce n'était pas quelque chose en soi de bien nouveau, celles et ceux qui envisagent le livre, le décorum du livre, l'objet livre, le fait d'avoir des livres chez eux, hein, de pouvoir les montrer chez eux, de se balader avec un livre comme signe qui serait partant quelques signes distinctifs de ralliement à quelque culte du culturo-mondain, là encore, d'avoir accédé à je ne sais quelle sphère d'ordre socio-culturel, ça a toujours existé et ça doit encore se rencontrer volontiers de nos jours, mais je me demandais si nous n'en étions pas en 2026 à un stade où on pourrait voir ça comme oui, il y a toujours ça, mais peut-être que c'est devenu quelque peu, comme argument, quelque peu ringard à envisager au vu de l'évolution, hein, on mettra les guillemets des 30 à 40 dernières années dans le monde occidental, où il y eut ceci d'assez neuf. Oui, en revanche, là, d'assez neuf, qui ne s'était pas en tant que tel encore vu jusque-là, c'est-à-dire que nous entendrons les classes possédantes, les classes dirigeantes, oui, ne serait-ce que ça, oui, les classes possédantes et entendaient de préférence, entre guillemets, encore haut et même très haut, pour la première fois, et je ne pense pas, non, mais c'est important, je crois, de les renvoyer au besoin à votre appréciation. Oui, leur attitude aux seigneurs de, comment ça s'appelle, la Silicium Valley, et qui en aucun cas ne vont refiler des PC, des portables, des tablettes à leurs gosses, hein. Il sera question pour leurs gosses d'aller étudier, eh bien, dans des bouquins.
Des bouquins en matériel, chez eux, en ce qui les concerne, ce sera de bons bouquins à l'ancienne, bien en matériel à l'ancienne encore, hein. Oui, c'est comme ça que ça se passe chez les seigneurs de ce qu'on présente de plus en plus comme, oui, les initiateurs de quelque techno-féodalisme, hein. Je renvoie ça à leur façon de faire. Je vous invite au besoin, si pas encore fait, et si désireux, hein, si pas encore fait, désireux de méditer, quelque peu sur ce geste, sur cette geste-là de nos seigneurs de là-bas. Je ne pense pas que ces seigneurs-là donnent le ton pour ce qui est d'une attitude globale au sein de l'hyperclasse, des classes dirigeantes, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans le courant des 30 à 40 dernières années, pour ne pas dire après 1989, elles n'ont plus ressenti ne serait-ce que le besoin de se doter de quelques vernis culturels. Vous avez saisi de se doter ne serait-ce que de quelques vernis en matière de culture pour se faire valoir. Ce temps-là semble, comme il était insinué déjà dans ce texte, écrit déjà en 1978 par notre auteur. Je vous dis qui, encore un petit peu de patience dans quelques instants. Elles ont, oui, elles ont, pour la première fois, elles ont lâché carrément la culture. Ce n'est pas m'abuser, la décomplexion du capitalisme occidental après 1989, ne serait-ce que dans son plus complet cynisme, pour ce qui est de jouer désormais à visage découvert, dans son plus complet cynisme, la décomplexion de ces classes-là, de ces strates-là, oui, de ces strates-là, si, de ces sphères-là, si vous préférez, cette décomplexion du capitalisme occidental aura été parallèle pour une décomplexion à celle par rapport, oui, par rapport, leur attitude envers la culture, leur décomplexion vis-à-vis de leur inculture, ouvertement revendiquée des fois, ouvertement revendiquée ou non, quand on ne se sent pas autorisé à parler de plus complet nihilisme, revendiqué une fois encore en tant que tel ou pas, c'est pas le plus important. J'espère vous avoir réussi à mettre le doigt, hein, sur ce qui s'est passé. Et alors, c'est que en plus, hein, il faut bien se dire, et je pourrais, hein, dans l'hypothèse où jamais ça pourrait vous laisser quelque peu interloqué, sous la plume d'impérissables penseurs ultra-libéraux, ou davantage encore penseurs de la mouvance dite, vous savez, libertarienne. Oui, chez les libertariens, il était courant, on lisait volontiers, dans les mêmes années, celles qui ont, dans la décade ayant suivi 89, on pouvait lire que la mort de la culture, chez nous, la mort de la culture dans le monde occidental, avait été le prix à payer de, je cite, la sortie. Je peux vous fournir des références au besoin, c'est parce que je n'estime pas nécessaire de faire telle ou telle promotion sur le coup, mais la mort de la culture avait été la condition sine qua non de notre sortie du socialisme. À ma connaissance, bon, il n'était pas fait mention de ce que, voilà, en coupe réglée, oui, sous coupe réglée du bloc soviétique, nous, oui, si j'ai beau m'efforcer, mais je ne me souviens pas que nous l'ayons jamais été, mais il était bien question pour nous, hein, de sortir du socialisme, du bourbier où ce genre de courant de pensée avait pu nous mettre, et partant, de légitimer et de doter d'un, oui, d'un sceau de parfaite légitimité la mort en soi de la culture en Occident. Ça a été écrit par ce type de penseur noir sur blanc, je vous assure, je n'invente rien. Et
Oui, sur le coup, je me suis dit: «Tant qu'à faire, autant aller vous chercher quelqu'un qui va plutôt dans le sens de votre serviteur pour ça et qui s'est exprimé sur la chose, pour ça, plutôt en visionnaire», on peut le dire, plutôt en visionnaire. Texte de 1978, alors encore un fragment, et je suis allé chercher un compatriote, un auteur à la réputation, oui, un de nos grands auteurs belges controversés, à la réputation des fois, il est vrai, encore sulfureuse, mais ça ne l'a pas empêché d'écrire des essais, des ouvrages, des pamphlets comportant nombre d'éléments pertinents et qui peuvent aujourd'hui plus que jamais nous interpeller. Je vous dis qui c'est après. Oui, un de nos grands auteurs belges. Il nous a quittés en 1900. Oh, il l'a pas fait exprès. Il nous a quittés en 1989. Alors, un autre fragment, ce qui suit dans le même bouquin. Sur les bords de la bourgeoisie, on vit toujours s'agiter. Oui, je voulais dire, je suis allé chercher un auteur qui, socialiste, lui, ô grand Dieu, non, hein, tous les grands dieux du ciel, socialiste, c'est la dernière chose dont il aurait jamais pu le concernant se réclamer. Alors, socialiste, il ne se l'est jamais réclamé, raison pour laquelle, en regard de ce que je venais d'épingler, voilà, je pense que vous avez saisi. Ça va sans dire. Sur les bords de la bourgeoisie, écrit-il encore, notre homme, on vit, mon compatriote, on vit toujours s'agiter quelques amateurs qui abandonnaient aux lettres et aux arts un peu de leur temps, de leur pensée et de leur argent. Leur caste considérait avec indulgence une originalité aussi inoffensive qui ne s'affermit à ses yeux que sur le tard, durant la courte période où certains produits de l'aberration artistique se muèrent en objets de spéculation et prirent la même importance que les diamants ou que les puits de pétrole. Par ailleurs et dans l'ensemble, le souci de la beauté n'était qu'une fantaisie, un divertissement, quelquefois une extravagance, voire un vice de l'esprit, tolérable, avec des aspects élégants. Les successeurs des bourgeois n'auront pas cette timidité. Ils tiendront à crime ou à folie ce qui, pendant des millénaires, a prodigieusement exalté l'imagination de notre espèce. Homère, Rembrandt, Bach. Homère, Rembrandt, Bach seront enfermés dans des maisons de santé où on leur injectera le sérum de la raison et le vaccin contre l'incivisme. Les bourgeois ne seront plus là depuis longtemps, mais leur esprit aura triomphé. Cet esprit qui recèle une force inconsciente qui n'est pas autre chose que la haine de la beauté. Alors je me permets encore, c'est moi qui ajoute encore, les bourgeois ne seront plus là depuis longtemps, mais leur esprit aura triomphé avec ou sans tel... oui, vous savez, à deux initiales, hein, le I et puis le A, tel joujou à deux initiales, avec ou sans, un esprit en guise d'esprit qui, si on ose dire, en guise d'esprit qui, pour sûr, ce type d'esprit qui, pour sûr, aura triomphé. Robert Poulet, ces textes, ces fragments, ils sont de mon compatriote Robert Poulet, et je pense que ce petit volume, oui, ça a dû devenir difficile à se procurer. J'accuse la bourgeoisie 1978. Je mets les références détaillées, comme je l'ai dit, en partie description. Un de nos plus grands auteurs belges du siècle dernier, mais avec on y reviendra, hein, ce n'est pas au centre de ce numéro-ci, un parcours assez tumultueux, hein, dans l'histoire, dans la tourmente, les tourmentes, pris dans ces tourmentes de l'histoire de son siècle, Robert Poulet. 1978, j'accuse la bourgeoisie, je dis, je ne suis pas
Oui, je n'adhère pas nécessairement à tout ce qu'ont pu dire et faire les auteurs que je cite, et je ne vous demande pas davantage d'adhérer à tout ce qui, peut être écrit sous la plume de mon compatriote, mais si vous arrivez à vous procurer ce petit volume, ça fait partie de ses meilleurs écrits en guise, comme je l'ai déjà dit aussi, je pense, oui, en guise d'essai et de littérature, un registre dans lequel il savait exceller, hein. Qu'on le suive ou non, mais il savait toujours, oui, avec sa verve qui sera pour sûr difficilement remplaçable. Et je tenais à revenir un petit peu sur un point que nous avions abordé par rapport à cet aspect-là des choses. Bon, alors, on va parler de deux nouveautés. Et tout de suite, pour commencer, il est là. Désormais, on peut en librairie, en neuf, pour la première fois en folio. Je vous renvoie. Je le mets en fin numéro en lien en fin de vidéo si ça vous dit d'aller l'écouter. Je vous avais déjà entretenu un bon petit moment tout de même autour de Zola, de ses quatre évangiles et de ce qui vient d'être édité pour la première fois en folio. Travail d'Émile Zola. Alors, on demande Travail d'Émile Zola, couverture, Fernand Léger, je pense. J'irai vérifier, mais à mon avis, oui. Ça n'avait jamais existé en folio. C'est le versant le moins connu, hein, le cycle le moins connu que nous aura laissé Mimile. Hein, je vous ai déjà entretenu de ces quatre évangiles. Travail, c'est le second tome des quatre. Il n'aura pas le temps, le quatrième qui devait s'intituler Justice, il n'aura pas le temps de l'écrire. Disparu, Émile Zola commençait à la fin de l'année 1902 et ce travail qui fut le dernier livre paru du vivant de l'auteur, hein, le troisième tome. En 1901, le dernier livre publié du vivant de Zola en 1901, travail, le troisième tome des quatre évangiles. C'est oui, celui-là, son titre, c'est Vérité, Vérité qui, s'inspire énormément, du vécu de l'auteur dans le cadre de l'affaire, du capitaine Dreyfus. Vérité sortira après le décès de Zola et le premier, nous en avions parlé quelque peu, le premier, c'était Fécondité. Est-ce qu'il oui, je posais déjà la question la fois dernière. Est-ce que si vous travaillez ou si vous êtes en mesure de me refiler le tuyau, est-ce qu'ils ont l'intention de publier les 3 sur les 4 produits par Émile, qu'Émile aura eu le temps de produire? Donc, est-ce qu'ils ont l'intention? Est-ce qu'on aura Fécondité et Vérité aussi en folio? Perso, je trouverais ça intéressant. Ça n'aurait rien de scandaleux au regard de ce qu'on peut. Ce n'est peut-être pas considéré comme le meilleur de Zola, mais en regard, oui, suivez en regard, et suivez-le, mon regard de ce qu'on peut mettre des fois sur le marché du livre. Bon, hein, ce n'était peut-être pas nécessaire de rajouter ça dans le chef de votre serviteur, mais bon, oui, au regard tout de même, et suivez-le, suivez-moi, suivez mon regard et suivez-moi ou pas pour ça. C'est comme vous voudrez, c'est renvoyé à votre appréciation une fois de plus. Alors, en 1901, publication de ce livre qui sera bien reçu dans, nous l'avons déjà dit aussi, plutôt, ce sont plutôt les milieux socialo-libertaires et anarcho-libertaires qui vont voir, anarcho-socialistes, qui feront un bon accueil, un accueil des plus enthousiastes à ce travail. Jean Jaurès, ceci dit, aura un retour dans l'ensemble critique assez favorable à l'adresse de son ami. Et la première chose qu'on sera sans doute arrivé à vous qu'on sera amené à dire lorsqu'on évoquera, lorsqu'on sera peut-être amené à l'avenir à faire mention de ce travail de Zola de la même manière euh, qu'on évoque en société, ou que ça arrive, que ça nous arrive d'évoquer Germinal, le ventre de Paris, la curée, la bête humaine, au bonheur des dames, hein,
je ne sais quel best-seller, hein, dans les ouvrages les mieux répertoriés de notre écrivain, s'il vient un moment où on citera, aussi facilement travail que cela, la première chose, le premier terme que vous risquez d'entendre après le titre, c'est celui d'utopie. C'est le roman de l'utopie, le roman de la cité idéale. Demi-mille. C'est qu'Émile, il faut se dire déjà dans la décade, le bouquin paraît en 1901, et dans la décade qui est la dernière décade de l'avant-siècle dernier, c'est plutôt à la mode, hein, ce registre de l'utopie. Si c'est en réaction, ça peut être aussi dans la continuité, hein, tout de même, de cette vague du fantastique, de l'occultisme, oui, cette vague magico-occultiste, magico-ésotérique dans les lettres hexagonales, dans la décade 1890, ça peut s'être inscrit très bien en réaction par rapport à ça dans un certain esprit, comme ça a pu, de certaine manière, s'inscrire aussi dans un prolongement, pour ça, dans une continuité, quoi qu'il en fût. C'était plutôt à la mode dans les 90, l'utopie, et Zola, il avait dû lire au moins 2 livres de son ami Paul Adam, qui avait traité à 2 reprises du thème de l'application des théories de Fourier, de Charles Fourier. On y revient dans quelques instants. Un penseur, décédé sous Louis-Philippe, oui, à l'époque de Louis-Philippe, en 1837, et Paul Adam, au moins dans 2 bouquins, pardonnez. À chaque fois qu'on enregistre, il va sans dire, et au moins dans un bouquin de Monsieur Paul Adam, de l'excellent Paul Adam, dans Un cœur nouveau et dans Lettres de Malaisie, il avait traité du thème de l'application aux diverses réalités du monde contemporain, de ces théories de Charles Fourier. Des théories, bon, résumées très grossièrement, schématiquement, sur fond d'une érotique globale. Oui, il y a un certain fond d'érotique globale chez Fourier qui, au siècle d'après, donnera lieu des fois, il y aura des déviations tout de même sur le plan des interprétations à des fins idéologiques et à des fins de récupération assez douteuses, hein. Sur le plan oui, de ce qui pouvait avoir trait au sein de cette érotique globale à la sexualité, bien sûr, mais pas non plus au cœur de ce numéro sur fond d'érotique globale envisagé, le domaine, oui, ce domaine des affects, ce domaine oui, pour sûr, des passions humaines appelées à se faire le moteur des forces créatrices, des forces de vie, des forces créatrices dans l'espoir d'aboutir à l'harmonie, à une harmonie, allez savoir une harmonie universelle, une harmonie des hommes entre eux, ce qui ne sera sur notre petite planète, ce qui ne sera déjà pas trop mal, hein, rien que sur notre petite planète Terre. Cette question d'harmonie, des passions, des forces de vie, autant de théories fourriéristes que Zola, il faut l'avouer, au départ, il trouvait ça amusant, mais sans plus, hein. Il estimait que c'était, au départ, il voyait ça avant tout comme chimérique, comme relevant des chimères. C'était bien drôle, bien amusant, disait-il. Au sujet de Fourier, c'est bien amusant, mais c'est incroyablement détaché. Pour ce qui est d'être, détaché, ignorant, hein, ignorant, par rapport à certains aspects de la nature humaine, et voilà, les années passent. On trouve, dans plus d'un roman de Zola des personnages d'intellectuels incarnant des caricatures de théoriciens fouriéristes. Alors les années passent et voilà, nous sommes en 1889, et c'est Jaurès, nous rapporte-t-on. Jean Jaurès va rendre visite, dire un petit bonjour en Grande-Bretagne. Zola a dû s'y réfugier après ses déboires judiciaires dans le cadre de l'affaire, et Jaurès était allé lui rendre visite
dans La perfide Albion et l'une des premières choses que, Émile confie à Jean, c'est: «Tu sais quoi? Eh bien, je me suis remis à lire Fourier et tout de même, je trouve ça pas mal du tout, du tout, du tout», et je pense qu'à ce stade, on aura compris pourquoi son livre, pourquoi ce travail, il aura reçu dans l'ensemble plutôt un bon accueil dans les sphères, dans les milieux que, nous avons dit, hein, adeptes de ces théories de Fourier. Bon, pour ce qui est du traitement romanesque de tout ça, le monsieur à qui l'on doit la présentation de ce volume, monsieur Jacques Noiret, très bonne partie introductive. Très bon texte, oui, très bien documenté, très instructif, la partie de présentation de travail, et comme on connaît très mal cet aspect-là, le dernier Zola, les derniers aspects de sa production, on les connaît, fichtrement mal, hein, ça va faire du bien. On va enfin pouvoir se faire une idée où il fallait chercher dur, dur en bouquinerie, hein, au bout de plusieurs années de spéléo en bouquinerie, on pouvait toujours rentrer bredouille pour ça, ou alors il fallait se procurer les 4 évangiles, il fallait se les procurer, c'était dans des, je vous l'ai dit aussi, à un moment, je vous l'avais dit, ça existait, mais dans des éditions de luxe. Alors pour la première fois, on les a, hein, et j'espère qu'on les aura les autres aussi, pour la première fois en format démocratique, et il faut bien se dire que pour un livre qu'on pourrait redouter comme plutôt asséchant, oui, par un livre sur l'utopie, alors on va se dire un livre essentiellement théorique. Et notre ami, hein, dont j'ai donné le nom, pardonnez, hein, ma mémoire comme un gruyère, oui, notre ami Joachim Noiret nous fait observer que Zola a accompli un véritable challenge par rapport à ça, c'est qu'il a opté pour, on n'ira pas jusqu'à parler d'une surenchère, mais il est passé à, oui, à une échelle supérieure, à un échelon supérieur pour ça dans le traitement de son lyrisme. Vous savez, ce curieux naturalisme de Zola qui, à force de vouloir décrire la réalité, y compris jusque dans ses aspects les plus sordides et les plus rebutants, ça finit par conférer comme une sensation de presque de magie, de surréel, quelque chose qui annonçait chez lui, chez Zola, le surréalisme à force au bout d'un moment, et il renforce un peu toute sa maîtrise du visuel, sa gestion visuelle de son récit, de sa narration, au point que notre monsieur nous fait encore remarquer que si une équipe de télévision souhaite mettre en chantier une adaptation de travail de Zola, ce sera du taf, ce sera franchement évident à envisager, tant tout est déjà, pour ainsi dire, très bien, tout s'y prête déjà très bien sur le plan de la narration, de la structuration, sur le plan de l'agencement visuel zoliste, comme on parle et on y revient, comme on parle de l'histoire de l'édification d'une cité idéale, la crècherie, qu'on appellera notamment comme ça à un moment, la crècherie, oui, l'édification, hum, la plupart du temps pacifique, sur un mode pacifique de cette crècherie, sur la base de théories qui viennent de Saint-Simon, qui viennent de Fourier, mais il faut bien se dire que si Zola son action, elle est rudement bien menée, hein, on ne risque pas à proprement parler de s'ennuyer, il y a sans cesse oui, des rebondissements. Il écrivait aussi à l'adresse des journaux, hein, ça devait être publié initialement en feuilleton, c'est bon d'avoir cet aspect-là, des choses aussi, de se remémorer, ne fût-ce qu'en passant, cet aspect-là, des choses, dans le traitement de son utopie là, qu'est-ce qu'il en était? Alors notre préfacier,
il insiste encore sur cette espèce de répugnance, oh, on ne dira pas à la manière de cette espèce de répugnance artistique à la grand seigneur aristocratique de l'artiste qui se répugne, hein, qui prend toujours du haut par rapport à toute activité de politique politicienne, vous savez, bark, hein, moi je m'abaisse pas à ça, le mépris de Zola, qui est resté ce qu'il était jusqu'au bout, pour la chose politicienne, hein, pour les manœuvres politiciennes et pour la vie politique. Voilà, pour tout ce qui touchait de près ou de loin à la vie politique, à la vie des mouvements, des partis, des organisations politiques. Et là, vous devez bien vous dire qu'on ne saura pas grand-chose et que Mimile ne brillera pas particulièrement, ben là non, il ne brillera pour ainsi dire pas du tout pour ce qui est de nous les fournir, les modalités pratiques de l'édification de sa cité idéale. Voici ce que monsieur Noiret écrit dans son texte de présentation à ce sujet. Je vais au bon endroit. Oui, on ne sait pas. Le mépris affiché de Zola, hein, c'est ce qu'on vient de dire, le mépris affiché de Zola pour les luttes politiciennes, hein, y compris pour les luttes politiciennes, le détourne de tout examen du mécanisme politique de sa société nouvelle. Alors, on ne sait pas comment cette société est gouvernée, on ne sait pas comment doit se réaliser l'alliance paradoxale du capital et du travail. Oui, c'est difficile à dire, pardonnez-moi. Associationniste, oui, de l'association, associationniste, voilà, comme ça, pardonnez-moi. Ben non, on ne sait pas comment elle doit se réaliser, cette alliance capital-travail. C'est dans le cadre de cette association qui conditionne toute l'entreprise, ni comment le travail finira par absorber ce qu'on nomme le capital repenti. Tout doit se faire naturellement. On sait seulement qu'il ne s'agit pas de démocratie, ni élection, ni assemblée, ni conseil d'aucune sorte. Tout se règle entre le héros, c'est Luc, un des héritiers, des descendants du couple de héros des Trois Villes. Si vous avez lu les Trois Villes, hein, oui, c'est Luc. Il s'appelle Luc ici, le grand personnage, le patriarche. Hein, oui, Luc. On n'a ni conseil d'aucune sorte. Tout se règle entre Luc et ses trois femmes. En retrait, il y a Jordan qui ne croit qu'à la science, lui, et qui se désintéresse de la marche de la cité et se contente de travailler, sans doute. Jordan, il servirait aussi bien un tyran ou une dictature dès lors qu'ils accepteraient le progrès que la science autorise. Le nouveau Beauclerc, la cité, le nouveau Beauclerc, cette cité expansive et pullulante s'organise autour d'un seul homme qui est Luc. L'apôtre, c'est l'apôtre, le séducteur, à la fois l'apôtre, le séducteur, le patriarche, le chef adorable entouré de l'amour universel. Mais comment la cité utopique, lui, survivra-t-elle? On ne sait. Ben oui, ça, on ne sait. Une petite parenthèse avant d'aller un peu plus loin dans cette partie du texte de présentation où il est question ben oui, des carences. Oui, on va tout de même dire ça du fait que Zola ne s'encombre pas de modalités pratiques, hein, pour nous expliquer comment ça se passe. L'édification de cette utopie, on sera peut-être étonné qu'il se soit lancé. Certains de ces spécialistes disent c'est normal. Dans les Rougon-Macquart, dans ses cycles antérieurs, il nous proposait des fleuves. Il nous proposait d'aller nager dans des fleuves. Et ici, il nous propose d'aller carrément en nage libre dans l'océan, dans son océan, dans ce qui serait devenu comme une espèce d'océan édénique, hein, la réalisation partant des rêves qui lui étaient chers. On pourra être étonné de ça de la part d'un homme tout de même oui, qui a nettement bien franchi le cap de la soixantaine. Généralement, c'est plutôt
Oui, c'est plus jeune qu'on se sent attiré vers l'utopie, vers ce genre de théorie, et c'est que Zola, déjà, hein, déjà les 4 évangiles, l'entreprise des 4 évangiles, ça lui a permis d'exorciser pas mal de choses. Il se trouve dans une phase de sa vie où, il a besoin aussi, on peut le souligner également après ses déboires, ces obstacles, hein, ces obstacles, ces attaques qu'il a subies dans le cadre de l'affaire Concé, hein, et oui, la soixantaine venue, il nous dit avoir surtout envie de rêver à des horizons qu'il aimerait voir se réaliser, se concrétiser, de la même manière il a tout autant envie de se souvenir de ce qu'il a vécu comme de ce qui aurait pu être dans son parcours. Les 2 vont de concert, et de même que le roman précédent, le 1er des 4, Fécondité, lui a permis d'exorciser, oui, par rapport à son expérience de vie, la question des gosses, de la paternité, de l'enfant, du non-enfant. Il en a eu 2, mais les 2 de sa maîtresse, hein? Rappelez-vous. Avec sa maîtresse, oui, alors la question de tantôt le non-enfant, tantôt l'enfant, et il a réussi à en sortir par rapport à ça, à exorciser avec ce livre Fécondité tout entier dédié où les protagonistes ne font pour ainsi dire que ça du début à la fin, procréer, se reproduire, oui, dans Fécondité. Et on dit que c'est, oui, encore une fois, ouais, c'est l'ouvrage de Zola qui serait devenu le moins évident à lire de nos jours, mais vous irez écouter ce que nous avions rapporté à ce sujet dans notre numéro antérieur. Et de la même manière qu'il a réussi à se mettre en paix par rapport à ça, par rapport à la procréation avec les gosses, en écrivant Fécondité, il aura réussi à exorciser dans Travail, et au travers de cette thématique du travail. Et là, il disait, ce sont ces termes à l'adresse quand Jaurès était venu le trouver. Il lui avait dit: «Je veux glorifier le travail». Oui, c'est en dos de couverture, citation reprise en dos. «Je veux glorifier le travail, et par là obliger les hommes qui le profanent, l'asservissent, le souillent de laideur et de misère, à le respecter enfin». Et de la même manière qu'il s'est mis en paix avec ce que nous avons dit sur fécondité, sur travail, il exorcise autant de, oui, tout de même, de regrets, de remords qu'il a pu avoir, quant à cette existence, somme toute, pour ainsi dire, tout entière sacrifiée à elle, ici, entendez, elle avec un grand E. Et il faudra entendre la littérature, ou il faudra entendre l'art, une vie tout entière sacrifiée à l'art, à l'écriture, et ce à côté, oui, tout ce à côté de quoi il avait pu avoir le sentiment d'être passé. Il n'aura pas dû être le seul. Vous avez saisi, hein, comment ce travail lui aura permis se jeter dans cette entreprise de romans utopiques autour du travail, et lui aura permis de régler un certain nombre de comptes, hein. Oui, tout de même de remettre en ordre un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses dans sa tête. Oui, il faut bien se dire encore une fois, pour ce qui est, on ne sait pas trop comment ça s'agence ce n'était pas un champion, hein, pour décrire les modalités pratiques de l'instauration de ce qui permet le passage à la société idéale. Ce n'était pas non plus un champion pour tout ce qui relevait. On nous dit qu'il n'avait pas de compétences exceptionnelles pour tout ce qui relevait du domaine des techniques, hein. Zola, on peut lire ici, dont les compétences
en matière, de technique, de technologie sont faibles. Ils se soucient peu d'imaginer concrètement ce que pourrait être dans la civilisation de l'avenir, la vie quotidienne d'une humanité transformée par le progrès technique. Et là, il faut bien se dire que s'il revêt là des aspects immanquablement visionnaires, non, tout de même pas, non. Travail n'est pas un roman de science-fiction. L'imagination du romancier n'anticipe pas, elle reste tributaire des modèles de son temps, les machines du nouveau monde industriel, marteaux monstrueux, gigantesques ponts roulants, grues mobiles d'une puissance prodigieuse, ressemblent à de l'outillage ancien ou nous semblent surtout à partir d'un moment dans le bouquin relever comme du domaine comme eût dit Karl Marx, essentiellement du domaine des abstractions, hein, et abstraction encore, se rend compte qu'en définitive, dans Travail, Zola a voulu faire de l'électricité, oui, de l'électricité, l'énergie unique du monde nouveau, hein. Elle anime, nous dit encore le préfacier, les machines, elle chauffe, elle éclaire, elle aide même à la culture. C'est un gage de modernité, mais si pour l'utopie c'est un bien, pour la fiction c'est sûrement une perte. Oui, c'est handicapant pour la fiction, pour le bouquin, à partir d'un moment, et elle est là, hein, mais on ne peut pas, on sent sa présence, mais on ne peut pas la montrer. L'imagination de l'auteur Zola n'a pas de prise sur elle, sur cette électricité qui, elle aussi, finit par relever de ce domaine de la plus pure abstraction, hein. Donc c'était pas, ça pouvait pas être son fort. On peut pas être fort dans tous les domaines, et des aspects visionnaires néanmoins, comme vous pourrez en juger par le fragment que j'ai choisi de vous lire en fermeture, pardon, clôture de ce numéro, si vous me suivez jusqu'au bout, hein. Je vous promets de revenir et plus d'une fois dans le courant de cette année 2026 sur, oui, cet acte éditorial. Ici, on peut parler chez Folio d'un acte éditorial, hein, pour la première fois, un des 4 évangiles de Mimile en format de poche, et dans la collection Folio classique. On revient à Zola en fin de numéro, mais j'aimerais bien passer à un autre bouquin, vous entretenir quelques minutes avant de vous lire un peu de Zola. Je vais vous entretenir d'un autre livre dont j'achève la lecture, sorti chez Flammarion. Celui-là. Alors, il s'agit de son titre, Max Jacob et le jeune SS. C'est un récit. Max Jacob et le jeune SS, un récit que nous devons à un monsieur qui nous dit être un ancien journaliste ayant écrit notamment pour Libération, Philippe Douroux. Monsieur Philippe Douroux, dans Max Jacob et le jeune SS. Alors, je vais vous on va se livrer, entre guillemets, un petit jeu, à quoi ça peut bien vous renvoyer? Alors, essayez d'identifier 2 choses. Oui, par 2 fois, 2 fois, mais essayez d'identifier. De quoi peut-il, j'essaie de ne pas faire apparaître, pour le premier des 2 éléments à identifier pour notre petit jeu, la couverture du bouquin. En fait, c'est dans l'autre, pardon, c'est dans celui-ci. Si je vous lis simplement ces quelques lignes, ne vous ennuyez pas. La logique appartient aux mathématiciens. Le poète s'en moque. Ne vous ennuyez pas. L'ennui est péché mortel en matière de poésie. L'ennui est enfer de la poésie, à moins d'un bel ennui, celui de Byron, qui avait fait le tour des sciences, du monde, de la terre, des langues et de l'amour. Mais cet ennui est si rare qu'il vaut mieux n'en pas parler, sous peine de ridicule. Et quelques lignes plus loin, du même auteur toujours, le même auteur, opérant quelques volte-face, ennuyez-vous. Oui, tout compte fait, ennuyez-vous. Il dit tout compte fait, il écrit ennuyez-vous, car ce jour-là, vous prendrez un porte-plume et un papier, et vous ferez peut-être un chef-d'œuvre. Tout est dans la qualité de l'ennui. Un vers lyrique est le résultat d'une conflagration. Seule la conflagration lui donne de la densité.
Ou encore, le poète dose ses clichés. Il ne peut y renoncer que sous peine d'être incompréhensible. À lui de savoir quand il peut placer le mot qui n'est pas une formule toute faite, de façon à être nouveau, sans être obscur. Je ne sais pas si vous avez à ce stade déjà identifié, si vous vous êtes le cas échéant souvenu, si vous avez fait la lecture du bouquin dont c'est tiré. Voilà pour la première chose à identifier. Alors ici, de quoi on parle dans l'histoire du siècle dernier, si je donne quelques noms pêle-mêle comme ça? Allez, oui, quelques éléments ici d'un itinéraire, peut-être pas dans l'ordre chronologique le plus strict de ce qui fut comme une funeste épopée, on dira, oui, funeste épopée, Wildflicken, et avant quelque part du côté de Mulhouse, Paris, oui, Paris, Mulhouse, Wildflicken, la Galicie, la Poméranie, et du 24 avril au 2 mai 1945, ils étaient peut-être sur le terrain 180, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, 180, quelque chose comme ça, a-t-on dit, venu par une demi-douzaine de camions au moins depuis Stettin, qu'ils étaient, qu'est-ce que c'était, hein? Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ou pas. Pour le premier élément, le bouquin à identifier, c'est tiré de Max Jacob. Bah oui, c'est de Max Jacob. Et de lui, il s'agit de son livre Des conseils à un jeune poète. Les conseils à un jeune poète de Max Jacob. Je vous montre une édition relativement, une réimpression relativement récente en NRF, vous l'avez vu, hein, impression relativement récente. Les conseils à un jeune poète, c'était ça, hein, c'était tiré des conseils à un poète, un jeune poète de Max Jacob. Et le deuxième élément, c'était l'histoire de la division Charlemagne. Et pourquoi? Pourquoi? C'est que, oui, ça rejoint, vous me direz, ça rejoint fatalement le titre du bouquin, déjà donné, Max Jacob et le jeune SS. Il faut se représenter. Au départ, nous sommes à l'été 1941, dans une famille de bourgeoisie, oui, assez bien installée dans le Loiret, dans un site dit du Château du Christ. Oui, ça s'appelait comme ça, le Château du Christ. Et le fils de famille, il a un bon 16 ans, il s'est mis dans l'idée d'écrire des vers. Il a déjà publié un tout premier recueil et ses parents ont jugé bon d'inviter à manger un soir Max Jacob, qui réside pas loin, dans la région. Alors, la soirée se passe plutôt bien dans l'ensemble et à un moment, le jeune gars veut questionner le poète à table sur dites-moi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous entendez par un vers lyrique? Et Max de répliquer immédiatement non, 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 non. On ne parle pas, cher ami, on ne parle pas de poésie devant des parents, hein. Mais la première chose, oui, il lui dit ça, hein. Shut up, en d'autres termes, très poliment, très courtoisement, pas devant les parents, mais la première chose que va faire Max le lendemain, après petit déjeuner, c'est faire l'acquisition d'un cahier d'écolier et il va directement écrire, première chose dedans qu'il va écrire, ce cahier appartient, et en référence aux initiales du jeune homme de 16 ans, appartient à J.E. pour Jacques Évrard et ça va donner un livre au bout du compte considéré comme un des plus précieux traités d'esthétique, de poétique, comme on voudra dans l'histoire des lettres, ce bouquin déconseille un jeune poète. C'est que notre jeune poète, Jacques Évrard, après retour à, oui, après le retour à la fois lecture de ses conseils et le retour critique sur ses premiers écrits, sur son premier recueil de Max, ben, il va se dire, c'est que Max, il termine son bouquin, si vous l'avez lu, c'est pas un secret, il termine en disant, vous m'avez demandé, cher ami, c'est qu'est-ce qu'un vers?
lyrique, eh bien, en définitive, il a ouvert le bouquin pour répondre à la question, mais il termine en disant: «En définitive, eh bien, en définitive, je n'en sais rien, je n'en sais toujours rien». Et le jeune, il va s'exclamer après lecture: «Bon, si c'est comme ça, alors la poésie, moi je laisse tomber, hein. Je suis bien décidé à faire comme papa, oui, à devenir médecin». Il ne va pas ses études de médecine, il ne va pas les achever tout de suite, à vrai dire. Il va prendre une autre direction. C'est que notre jeune gars va faire partie, ce n'est pas très connu, hein, peut-être que je vais vous l'apprendre, c'est qu'il y eut dans les pays, sous occupation du Troisième Reich, il y eut encore, oui, comme ici, comme notre Jacques Évrard, 20 jours après le débarquement, nous étions le 26 juin, soit 20 jours après le début du débarquement en Normandie, dans les zones occupées, toujours occupées par les forces du Troisième Reich, il y avait toujours des autochtones qui se présentaient comme volontaires pour servir dans les troupes du Troisième Reich. Et Jacques, lui, se présente 20 jours à Paris. Il se présente au bureau de recrutement de ce qui s'appelle toujours la LVF, Légion des volontaires français. Il est admis, de fil en aiguille, vous connaissez peut-être la rapide évolution, ils vont être versés là-dedans dans la Waffen-SS. Et oui, tous les effectifs de provenance française combattant sous uniforme allemand vont être versés dans la Waffen-SS, et c'est là qu'on aura, comme je le disais, cette épopée, si on veut, cette funeste épopée, sanglante épopée pour sûr, de la division Charlemagne. Jacques va se retrouver dans les rangs de la division Charlemagne, hein, et vous allez me dire, hein, par rapport au thème de ce livre, Jacob et le jeune SS, bon, si ça s'arrête là, il n'aura pas été le seul, le seul jeune Français amateur de poésie, le seul jeune Français de lettré à avoir fait ce choix-là. Il n'aura pas été le seul, et puis on doit rencontrer assez bien de cas similaires dans l'histoire de l'art, hein, avec des histoires de gars qui seront entrés, ne fût-ce qu'un petit temps, dans l'intimité, ou qui seront tout du moins entrés en contact avec des sommités de grands créateurs avant, pour leur part, d'intégrer des mouvements qui, sur le plus ou moins court terme, auront causé la destruction de leur ancien mentor. Voilà, hein, c'est dans les lettres ou dans les arts, on doit rencontrer au fil des siècles, nombre de cas similaires. Vous me direz, mais il y a, c'est que ici, notre Jacques Évrard, hein, il termine ses études de médecine après son retour du front. Il est condamné pour avoir porté l'uniforme ennemi, il est condamné à 5 ans, il en fera 3, il termine ses études, il deviendra chirurgien orthopédiste, fera une carrière où il sera assez, oui, assez renommé dans la profession. Et c'est que, bon, c'est pas le plus important, son parcours dans le domaine médical, c'est que, oui, vous me direz, hein, et vous aurez raison par rapport à tout ça, son enrôlement dans la LVF SS Charlemagne est comme cas de figure où on a vu ça, entre un mentor et un disciple, c'est c'est fréquent, ça a dû être fréquent, mais c'est que notre homme en 93, Jacques Évrard, il s'est mis dans l'idée de publier à compte d'auteur un bouquin, son bouquin, où il a regroupé, entre autres, 3 lettres inédites dans le cadre de cette affaire, de sa jeunesse, des contacts qu'il avait eus avec Max. 3 lettres inédites de Max se trouvaient dans ce recueil publié par Jacques en 93, où il y avait aussi un portrait effectué, un portrait brossé par Max Jacob, du jeune Jacques Évrard à l'âge de 16 ans, de Jacques à 16 ans. On trouvait tout ça dans ce petit livre qu'il avait édité à compte d'auteur. Jusque-là encore, vous me direz, ce genre de choses a dû arriver, mais c'est une fois qu'on s'aventure dans le contenu intrinsèque
de cette entreprise, de ce bouquin de 1993, par plus d'un aspect, on est en droit tout de même de se sentir un peu, et plus que mal à l'aise. Déjà, il commence par mettre comme en compétition Max Jacob avec, et ce ne sera pas nécessaire de mentionner le nom, de l'intéressé, il le met en compétition, Max Jacob, avec le monsieur qui avait été son professeur d'histoire. Il les met en balance comme en compétition, en insistant bien, dans sa dédicace, le bouquin est dédié à cet ancien prof d'histoire dont il nous dit ouvertement, carrément, qu'il s'est trouvé dans sa vie, dans son parcours, à la base de son engagement politique, et il dit carrément de sa Weltanschauung, il écrit en allemand, sa vision du monde, il faut comprendre son ralliement à un national-socialisme. Ralliement au NS, à partir de maintenant on dira ça NS, ralliement au NS, perçu comme lui, comme la vérité suprême et incontournable, et sur laquelle il ne reviendra pas. Bon, ce qui était son choix à lui en soi, mais il y a déjà cette façon, vous avez compris, hein, de les avoir mis en compétition, Max et le prof d'histoire à la base de cette dite Weltan machin chose. Pardon, ce n'est jamais très heureux quand je prononce les termes teuton, c'est surtout pour ça, pour la prononciation, hein. Et on se sent comme mal à l'aise déjà avec cette dédicace qui a tous les aspects d'une profession de foi, et c'est pas fini. En plus d'un endroit, ce petit bouquin qui ne fait guère plus une petite cinquantaine de pages, 50 pages à tout casser, mais lui aussi, il va sur un mode sacrément malsain qu'on sera en droit aussi, partant de même de voir comme malsain des règlements de compte avec son passé à lui, notre Jacques Évrard, déjà, la manière dont il n'a apprécié que moyennement de se voir, ayant été décrit par les commentateurs du livre de Max, et le premier préfacier de ses conseils, un jeune poète qui, dans son texte, dans sa présentation du bouquin de Max, nous avait décrit notre jeune gars comme dans l'ensemble, qui avait tout du jeune Bénet et de famille bourgeoise assez cossue. Et oui, il cherche à se venger de ça, déjà en s'en prenant à Max. Il y avait peut-être moyen oui, de trouver autre chose. Il s'empresse de faire remarquer que le soir où Max a répondu à l'invitation de ses parents, et c'était pour lui, hein, pour l'aider lui, il faut bien se dire que Max Jacob, qui arrivait tout de même au bout de sa carrière, hein, au bout de sa vie, il était franchement pas connu, sinon en dehors de certains cénacles, franchement triés sur le volet, hein. C'était peut-être pas nécessaire ça, hein. Règlement de compte par rapport aux grands dadais, aux jeunes bourgeois de famille bien cossue du Loiret, et aussi par rapport à cette fois où il aurait été amené à fermer sa gueule durant tous les déboires rencontrés, sur le plan socio-professionnel, par un homologue, un homologue chirurgien qui avait été l'un de ses compagnons d'armes de la division Charlemagne, peu importe de rapporter là encore le nom de cet autre monsieur médecin qui avait été l'un de ses compagnons d'armes, et qui, alors qu'il pouvait déjà revendiquer une jolie carrière, oui, une jolie carrière de praticien derrière lui, avait jugé bon de piquer sa crise sur des étudiants en mettant en avant sur un ton, et qui n'était pas, oui, un ton franchement agressif. Il s'était revendiqué il avait déclaré être resté fidèle et bien décidé à le rester jusqu'au bout, fidèle à ses engagements nationaux, à ses engagements NS, nationaux socialistes, si vous voulez, de jeunesse, des propos tenus devant ces jeunes étudiants en médecine, qui avaient été
immanquablement rapporté, diffusé par la suite et qui avait valu aux camarades de Jacques des ennuis. Et là, Jacques, il n'était pas intervenu un seul instant pour lui apporter son soutien, ne serait-ce pas même son soutien moral à son ancien camarade du front. Il s'était contenté de fermer sa gueule et de bien la fermer. Et là, on sent qu'il se venge par rapport à cette fois-là où il n'était pas intervenu pour défendre son camarade, oui, son frère d'armes, pour défendre son frère d'armes sur le coup. Et cette façon encore dans l'introduction de son livre autour de Max Jacob de mettre en avant cette profession de foi aînesse en 1993 dans un livre qui ne devait pas toucher peut-être plus d'une dizaine de personnes dans l'ensemble, et mais proclamé là encore avec une de ses vigueurs, là dans l'écriture, dans la rédaction, pour bien montrer, bon, j'avais fermé ma gueule, mais j'avais pas été en mesure de défendre mon copain du front, mais voyez, j'en ai tout de même, hein, je ne manque pas de couilles pour ça, pour ce qui est de, voilà, pour ce qui est de dire ce que je pense. Bon, déplacé, oui, immanquablement, forcément, et forcément déplacé dans le cadre d'un ouvrage, d'un témoignage autour de Max Jacob comme celui-là. Max qui avait bien eu soin de lui dire à un moment: «Ne vous méprenez pas, ne vous sentez pas blessé, par certaines critiques que j'ai pu formuler sur les poèmes que vous avez publiés. Je me sens», il lui avait dit, Max, au jeune gars: «Je me sens toujours», c'est bien connu, «je me sens toujours comme un débutant à l'instar de vous, pas plus ni moins, débutant». On aurait dit dans une autre langue absolute beginner, bien sûr, pas plus ni moins débutant que vous, alors surtout ne vous méprenez pas, mon cher ami. Et il y a aussi ce conseil de l'humilité, de toujours envisager un moment dans le cours de sa journée où on songe à ses semelles et à la terre qui se trouve en dessous. Ça n'aurait rien eu de scandaleux de la part de notre jeune gars devenu alors presque septuagénaire, de s'inscrire, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'un petit peu en reflet par rapport à ça, dans un bouquin avec une thématique de témoignage autour de Max Jacob. Je ne dois pas vous rappeler comment a fini Max Jacob. Nous en avons déjà traité dans l'un de nos numéros précédents. En 1944, à Drancy, oui, pour rappeler à quel point tout ça pouvait être déplacé dans le chef de notre Jacques en 93. Ça ne lui aurait rien coûté de la même manière que la dernière chose que Max lui écrira dans une lettre après que le jeune gars avait répliqué en lui disant: «Bon, si c'est comme ça ce que vous me dites, ce que vous avez écrit dans votre bouquin à la fin, je n'en sais rien. Ben, si c'est comme ça, franchement, si c'était pour ça, moi, je vais faire comme mon père, je vais devenir Toubib». Et Max avait encore bien réagi avec la plus infinie courtoisie. «Ah, je reconnais bien là les propos d'un jeune médecin, ça promet, quelque chose du genre». Et il avait achevé sur un ton nettement moins, oui, moins léger, par «la vieillesse a tort». Oui, c'était les derniers mots à l'adresse de notre jeune gars de Max. Il lui avait écrit ça. La jeunesse a tort pour, bien sûr, la jeunesse a toujours tort. Et là encore, notre gars qui avait alors en 93 presque 70 ans et à qui il ne restait qu'un an à vivre, franchement, qu'est-ce que ça lui aurait coûté, encore une fois, pour s'inscrire en reflet et euh, se sentir interpellé, ne serait-ce que ça par rapport à l'âge qu'il avait alors, pour lui inspirer quelque infime geste, quelque infime mot de compassion, on ne dit pas même de regret, mais
De compassion, on ne dit pas même de regret, d'humilité, peut-être de compassion tout de même, et avec ceci de oui, parce qu'il y a ceci de fou aussi, et il conclut en disant: «Max Jacob, il eut l'issue qu'on lui connaît, moi j'ai eu la mienne, qu'on me connaît et elle ressemblait» et sur le coup, notre Jacques, il se compare à Ezra Pound. Il n'a rien foutu, il n'avait plus rien foutu dans la poésie, mais il se compare à un des plus grands poètes américains, hein, oui, très controversé comme on le sait, compromis, comme lui, dans la même direction à partir d'un moment, mais se comparer à Ezra Pound, là aussi, bon, c'était le pompon, et alors oui, pour sûr, ce bouquin, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, ma lecture, mais je me demandais à l'adresse de l'auteur du bouquin, monsieur Dourou, heu, vous ne trouvez pas, monsieur, que est-ce que ça n'aurait si jamais vous tombez sur ma vidéo, ou, vous pouvez lui rapporter si vous le connaissez. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pourrez tout compte fait. Est-ce que ça oui, somme toute, est-ce que ça n'eût pas été mieux, ce Jacques Évrard, de le laisser dans la nuit d'indifférence et d'oubli où, il se trouvait, de l'y laisser, de l'y abandonner dans la mémoire des hommes dans cette nuit d'oubli et d'indifférence, ou de l'abandonner tout du moins aux nostalgiques de cette funeste épopée-là, aux nostalgiques de l'entreprise NS, hein, du rêve NS, de ce rêve-là. À ceux qui en sont nostalgiques, le laisser, à ceux-là, pourquoi pas. Ça n'eût pas été plus mal. C'est que je n'ai pas pu m'empêcher au bout, à certains moments, d'avoir l'impression désagréable qu'on voulait me faire la morale sur un mode quelque peu inutile, sur un mode quelque peu, sur le mode de rappel que j'estimais tout à fait inutile, facile. On est au courant tout de même de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait, hein, et de ce qu'ils ont fait aussi, ceux qui se sont faits les complices et qui se sont rendus responsables de façon directe ou indirecte des actes de cela. On le sait, ce qu'ils ont fait. Peut-être que pour ce qui est de se montrer cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la perte du niveau général, du niveau des connaissances, c'est vrai que lorsque j'entends certains intervenants sur cette plateforme qui, de façon tout à fait interchangeable, emploient les termes de Gestapo et du RSS de façon c'est devenu tout à fait indifférencié. Ce serait intéressant de savoir aussi, oui, de savoir déjà comment on a pu en arriver là. Mais si je peux me permettre, me concernant, j'étais déjà au courant et je n'ai pas pu ne pas voir certains rappels comme, oui, certains rappels moralisateurs comme tout à fait inutiles. Je n'irai pas jusqu'à dire gratuit, mais pour sûr inutile me concernant. Et à un moment donné, hein, monsieur Dourou, c'est que, oui, je ne l'ai pas dit, hein, personnellement, je n'irai jamais vous en faire le reproche, mais j'ai pu comprendre à vous lire que, sans doute viendrez-vous me dire qu'il n'y avait pas de raison d'en faire davantage mention, plus ou moins mention, votre paternel, hein. Vous faites allusion à votre paternel 2 ou 3 fois. J'ai pu comprendre qu'il avait été des compagnons d'armes de Jacques Évrard. C'est peut-être normal qu'ici vous n'en ayez pas parlé davantage de votre paternel, mais tout compte fait, ceci dit, est-ce que vous ne redoutez pas qu'on vienne vous faire le reproche, à partir d'un moment, vous faire le reproche, vous aussi, hein, d'avoir voulu, de la même manière que Jacques Évrard a réglé ses comptes avec son passé, en se servant de Max Jacob, il n'est pas exclu qu'on vienne à votre tour vous reprocher d'avoir, oui, eu égard à, à votre paternel,
Mmh, vous le ménagez, vous l'avez ménagé dans ce bouquin et c'était votre choix que nous respectons, mais dans l'ensemble, vous me donnez l'impression, de l'avoir assez ménagé votre paternel. Alors, est-ce qu'on ne risque pas, je ne vous ferai pas ce reproche, mais est-ce que d'autres ne risquent pas de venir vous reprocher de vous être servi à votre tour servi de Max Jacob comme, de Jacques Évrard pour régler vos, certains comptes à vous, avec votre passé à vous? Je ne sais pas et ailleurs encore, vous dites que vous êtes assez sidéré par une certaine, un certain ton qui pouvait régner dans les années 60, 70, dans les années 70-70, pour s'exprimer au sujet de la Seconde Guerre mondiale, sur son extension. Je ne sais pas si je vais vous dire, je ne sais pas si je suis un nostalgique à proprement parler de cette époque-là, des années 70, mais 70, mais il me semble que c'est tout de même dans les décades d'après 80-90 qu'on a commencé à mettre ça, la Seconde Guerre et c'est tous ses pires aspects, en avant, à tout bout de champ, à toutes les sauces, à toutes les occasions, hein, et avec ceci de curieux tout de même que les dégâts occasionnés, les pertes humaines occasionnées sur le front de l'Est dans le cadre du conflit germano-soviétique, ça, hein, je n j'ai pas le souvenir, on n'en parlait pas trop, on en parlait pour ainsi dire jamais. Ce serait intéressant là aussi, ça, ce serait intéressant de savoir pourquoi ça, on n'en parlait pas trop ou pas du tout. Mais il y a eu, il faut l'avouer, ça a été jusqu'à l'overdose, hein. C'est pas pour rien que, je dis volontiers: «Ça ne plaît pas, tant pis», que dans ce circuit, sur ce marché capitaliste de la mémoire i de en histoire contemporaine, oui, le marché capitaliste de la mémoire, en somme, il était venu un moment où on se prenait à bouffer du camp NS comme on bouffait du dinosaure entre 2 de nos escapades, au McDo entre, 2 projections, 2 séances de ciné, 2 McDo, on en était venu à bouffer, oui, à bouffer l'un, comme on a dit, l'un comme l'autre, jusqu'à l'overdose, au point que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en avant, lorsqu'on veut évoquer auprès de la population, mmh, la période de la Seconde Guerre mondiale, je ne suis plus certain que ce soit très porteur et j'entends, perso, dans une perspective, progressiste réelle, sérieuse, hein, et si j'en suis des fois à devoir écrire à des progressistes sérieux, s'ils souhaitent le rester à mes yeux, qu'il faudrait peut-être, un petit peu lever le pied par rapport à certaines fixations autour de la Seconde Guerre mondiale, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus l'enseigner, ne plus apprendre ce qui s'est passé aux jeunes générations, hein, mais je pense que vous voyez où je veux en venir par rapport à cette overdose assez confusionniste au bout d'un moment, et je pense que non, ce ne sera pas moi qui, déplore la chose au bout d'un moment, qui sera le plus confusionniste dans l'histoire. Il faut peut-être prendre un peu de recul là par rapport à certaines de ces fixations dans ce n'est plus très ce n'est plus très porteur comme thématique, hein, pour ce qui est d'agir de nos jours sur le réel, hein, voilà, on y reviendra si, vous voulez, et nous allons terminer avec notre fragment d'Émile Zola, et ça fait partie, en fait, des derniers textes, ça peut faire partie des adieux littéraires, oui, des adieux d'Émile Zola à la communauté des hommes, des femmes, de tous ceux que vous voulez. Dans Travail, nous allons dans le chapitre, c'est le chapitre 5. Ce sera un petit peu plus long que d'habitude, ce numéro, mais je pense que notre thématique
le justifier. C'était pas un bouquin facile non plus, ce Max Jacob et le jeune SS. Pas évident à vous présenter non plus. Alors je vais dans la dernière partie de Il sera question de la Russie. Il va d'abord être question des États-Unis et après il sera question de l'Amérique. Il y a trois blocs dans Travail. Pour l'histoire de l'édification de la cité idéale, d'abord le descriptif des violences du monde ancien, et puis on passe à la phase de transition, à la phase des luttes, et puis vient la phase de l'Éden instauré tel que Zola, à la suite d'autres théoriciens, l'aurait rêvé. Et il est bon de préciser ici, avant lecture, il est bon de préciser que Zola n'avait pas... S'il se disait réceptif à Fourier, il n'avait aucune connaissance sérieuse, il n'avait jamais lu Marx. Il a mis en scène un de ses héros, Sigismund Bush, dans l'argent. Il a mis en scène un marxiste qui traduit le capital en français dans l'argent. Dans les Rougon-Macquart, Sigismund Bush, et oui, il avait mis en scène un marxiste, mais lui, Zola, n'avait jamais lu Marx et il n'a jamais eu du marxisme et de Marx qu'une connaissance qu'on dit tout à fait, on n'ira pas jusqu'à dire risible, mais dans l'ensemble très fantaisiste. Et c'est il va être question, donc vous avez les trois phases de notre récit et à la fin, bon, travail. Au début, on est à l'époque où l'auteur rédige, au tout début du XXe siècle. On est en 1901 et là, tout à la fin, il faut croire oui, on a fait un grand bond sur le plan temporel. On est au début des années 60 de notre défunt XXe siècle et les héros du livre se retrouvent sur leurs vieux jours, sur leurs derniers jours, pour faire le point sur le monde, ce que le monde autour d'eux est devenu. Alors, notamment ce qu'est devenu l'Amérique et ce qu'est devenu la Russie. Et on constate que pour Zola, chez les deux, ils sont arrivés à des résultats plutôt conformes à ce qu'ils voulaient, à ce qu'il rêvait, notre auteur, hein, à ce que ses héros partants avaient rêvé, mais par des chemins assez différents. Oui, Zola voit la Russie comme 16 ans, hein, il écrit 16 ans avant 17, il imagine la Russie empruntant la voie d'une révolution anarchiste extrêmement violente, tandis que les États-Unis ont recours à un collectivisme qui fera un peu plus penser à ce qu'il y aura eu au siècle dernier en Union soviétique, un peu plus. Bon, euh, on pourrait réagir, hein, dernière chose avant lecture, on pourrait, 125 ans après l'écriture de son dernier bouquin paru de son vivant, on pourrait faire observer à Zola, rétrospectivement, au regard de notre actualité, à nous et de l'histoire, de ce qui s'est passé depuis, d'abord pour la Russie, bon, on a observé que si elle aura été en mesure de mettre knock-out le Troisième Reich à un moment, et comme de maintenir jusqu'à un certain stade son expérience soviétique, son expérience socialiste, en dépit de cet incroyable degré de pression exercée à son encontre et sans rien dire des pressions, des trahisons de l'intérieur, des trahisons internes, si elle sera en mesure de faire ça et de maintenir ça, tout du moins jusqu'à un certain cap, ce sera en s'appuyant sur de fortes assises conservatrices, à la fois conservatrices et nationales, tout comme il en va avec la Russie d'aujourd'hui, pour ce qui est de pouvoir s'avérer sur le long terme quelque chose comme un nouveau moteur d'émancipation pour les peuples émergents, pour ce que l'Occident appelle dédaigneusement le reste du monde. Et pour l'Amérique, bon, je ne fais pas partie de ceux qui envisagent les MAGA comme la pire abomination produite par les States depuis leur proclamation d'indépendance, hein. J'ai tout de même un certain capital de respect pour les militants sincères du mouvement, si pas pour son initiateur, les militants sincères de là-bas, même si
On est encore loin, je crois, il y a loin encore chez nos amis ricains de ce collectivisme pur dur, hein, je crois. Alors, merci à vous de m'avoir suivi et on y va pour ce fragment du dernier chapitre de travail. Nous sommes en 1960 et oh, c'est pas là. On n'était pas à la bonne page, pardonnez-moi, je ne pense pas avoir paumé mon... Oui, c'est toujours comme ça, tout allait bien. Et... alors, c'est... Ici, je suis dans la partie annotation et ce ne sera pas bien dur du tout, pardonnez-moi. Alors... Oui, hein, donc au début de 1960, notre Luc et les membres de sa famille, les héros de travail, déjà, pardon, on y va, déjà, le soleil baissait à l'horizon. Déjà, le soleil baissait à l'horizon. Un grand soleil d'été dont la ville entière resplendissait. La chambre en était toute dorée comme d'une gloire et Luc, dans cette splendeur, assis au fond de son fauteuil, garda longtemps le silence, les yeux sur l'immense horizon. Une paix profonde se faisait. Josine et Sorette, muettes comme lui, était venue s'accouder à sa droite et à sa gauche, tandis que Suzanne, assise, semblait suivre elle aussi le même rêve. Et il parla enfin d'une voix ralentie qui semblait devenir peu à peu lointaine. Oui, notre ville est là, Beauclerc, régénéré, flamboie dans l'air pur. Et je sais que les villes voisines, Bria, Magnoles, Formerie, Saint-Cron, ont dû nous suivre, se sont refaites également, amenées à nous par l'exemple, conquises au tout-puissant bonheur. Mais par-delà ce large horizon, de l'autre côté des monts Bleus, et là-bas, après le vague infini de la Roumagne, que devient le vaste monde, hein, où les provinces et les nations en sont-elles de la longue lutte, de la rude et sanglante marche vers la cité heureuse. De nouveau, il se tut, envahi de pensées. Il n'ignorait pas que l'évolution s'accomplissait partout, se propageant à chaque heure avec une vitesse accrue. Des simples villes, le mouvement avait gagné les provinces, puis la nation entière, puis les nations voisines. Et il n'y avait plus de frontières, plus de montagnes, plus d'océans infranchissables. La délivrance volait d'un continent à l'autre, balayant les gouvernements et les religions, unissant les races. Seulement dans cette reconstruction de l'humanité, les événements ne s'accomplissait pas partout de la même façon, tandis que Beauclerc évoluait sans trop de lutte, grâce à l'expérience tentée, avec l'association en un lent acheminement vers toutes les libertés. La révolution éclatait ailleurs, le sang coulait parmi les massacres et les incendies. Il n'était pas deux États voisins qui eussent pris la même route, et c'était par les chemins les plus différents, les plus contraires, que tous les peuples allaient se rencontrer en la même fraternelle cité, la métropole enfin conquise de la fédération humaine. Et Luc reprit, comme en un rêve, de sa voix qui s'affaiblissait. Ah, je voudrais savoir, oui, avant de quitter mon œuvre, je voudrais savoir jusqu'où dès aujourd'hui la grande besogne est faite. Je dormirai mieux, j'emporterai encore plus de certitude et d'espérance. Il y eut un autre silence. Comme lui, Josine, Sorette et Suzanne, très vieilles, très belles et très bonnes, rêvaient toujours les yeux au loin. Puis ce fut Josine qui commença. J'ai su des choses, un voyageur m'a fait ce récit, dans une grande république en Amérique. Dans une grande république, les collectivistes sont devenus les maîtres du pouvoir. Pendant des années, ils ont mené la plus acharnée des batailles politiques pour s'emparer des chambres et du gouvernement. Et légalement, ils n'ont pu y parvenir. Ils ont dû faire un coup d'État lorsqu'ils se sont sentis en force, certains de trouver un appui solide dans le peuple. Dès le lendemain, ils ont appliqué leur programme entièrement à coups de lois et de décrets. L'expropriation en masse a commencé.
Toute la richesse privée est devenue la richesse de la nation. Tous les instruments du travail ont fait retour aux travailleurs. Il n'y a plus ni propriétaire, ni capitaliste, ni patron. L'État seul a régné, maître de tout, à la fois propriétaire, capitaliste et patron, régulateur et distributeur de la vie sociale. Mais cette secousse immense, ces modifications brusques et radicales ne purent naturellement se produire sans des troubles terribles. Les classes ne se pardon, les classes ne se laissent pas déposséder ainsi. Même des biens volés et d'effroyables émeutes éclatèrent de toutes parts. Des propriétaires préférèrent des propriétaires préférèrent se faire tuer sur le seuil de leur domaine, d'autres détruisirent leurs biens, inondèrent des mines, ravagèrent des voies ferrées, anéantirent des usines et des manufactures pendant que des capitalistes brûlaient leurs valeurs et jetaient leur or à la mer. Il fallut faire le siège de certaines maisons, des villes entières durent être prises d'assaut. Pendant des années, l'affreuse guerre civile régna et les pavés furent rouges de sang et les fleuves roulèrent des cadavres. Puis l'État souverain avait toutes sortes de difficultés pour que l'ordre nouveau marchât sans heurts. L'heure de travail était devenue l'unité de valeur permettant les échanges grâce à un système de bons. D'abord, on avait créé une commission de statistiques veillant à la production et répartissant les produits au prorata du travail de chacun. Ensuite, on avait senti le besoin d'autres bureaux de contrôle et une organisation compliquée semblait repousser peu à peu, encombrer les rouages de la société naissante. On retombait à l'enrégimentement de la caserne. Jamais cadre plus dur n'avait marqué les hommes en des cases plus étroites. Et pourtant, l'évolution s'accomplissait. C'était quand même un pas vers la justice. Le travail rentrait en honneur, la richesse se répartissait chaque jour avec plus d'équité. Au bout, il y avait fatalement la disparition du salariat et du capital, la suppression du commerce et de l'argent. Et m'a-t-on raconté, voilà qu'aujourd'hui, cet État collectiviste, bouleversé par tant de catastrophes, arrosé de tant de sang, entre dans la paix, aboutit à la fraternelle solidarité des peuples libres et travailleurs. Josine ne parla plus, retombait dans sa contemplation muette du vaste horizon. Et Luc reprit doucement. Oui, c'est un des chemins semblants, un de ceux dont je n'ai pas voulu, mais à cette heure, qu'importe, puisqu'il conduisait à la même unité, à la même harmonie. Alors, ce fut Sorette qui parla, les yeux grands ouverts sur le vaste monde par derrière les promontoires géants des monts Bleues. J'ai su également toute une histoire, des témoins m'ont raconté ces effrayantes choses. C'est dans un vaste empire voisin, la Russie. Les anarchistes ont fini de faire sauter la vieille charpente sociale à coups de bombes et de mitrailles. Le peuple avait tant souffert qu'il s'était mis avec eux, achevant l'œuvre libératrice de destruction balayant jusqu'aux dernières miettes du monde pourri. Longtemps, les villes dans la nuit avaient flambé comme des torches au milieu du hurlement des anciens bourreaux égorgés qui ne voulaient pas mourir. Et c'était le déluge de sang prédit dont les prophètes de l'anarchie avaient annoncé longtemps la nécessité féconde. Ensuite, les temps nouveaux commencèrent. Le cri n'était pas à chacun selon ses œuvres, mais à chacun selon ses besoins. À chacun selon ses besoins. L'homme avait droit à la vie, au logement, aux vêtements, au pain quotidien. On avait donc mis toutes les richesses en table, puis on avait partagé, ne commençant à rationner chacun que le jour où il n'y en avait plus autant pour tous. L'humanité entière au travail et la nature exploitée avec science et méthode devait fournir des produits incalculables, une fortune immense, suffisante pour combler les appétits des peuples décuplés. Lorsque la société voleuse et parasitaire aurait disparu, avec l'argent, source de tous les crimes, avec les lois sauvages de restriction et de répression, source de toutes les iniquités, la paix régnerait par la communauté libertaire.
où le bonheur de chacun serait fait du bonheur de tous. Et plus d'autorité d'aucune sorte, plus de loi, plus de gouvernement. Si les anarchistes avaient accepté le fer et le feu, la nécessité sanglante d'une extermination première, c'était dans la certitude de ne pouvoir détruire à fond les anciens atavismes monarchiques et religieux, écraser à jamais l'autorité en ses derniers germes, que sous cette brutale cautérisation de la plaie séculaire. D'un coup, si l'on ne voulait pas être repris, il fallait couper les vives attaches politiques avec le passé d'erreur et de despotisme. Toute politique était mauvaise, empoisonneuse, parce qu'elle se trouvait fatalement faite de compromissions et de marchés, dont les déshérités resteraient les dupes. Sur les ruines du vieux monde détruit, balayé, le rêve hautain et pur de l'anarchie avait ensuite tenté de se réaliser. C'était la conception la plus large, la plus idéale d'une humanité juste et paisible, l'homme libre dans la société libre, chaque être délivré de toutes les entraves, jouissant à l'infini de tous ses sens et de toutes ses facultés, exerçant pleinement son droit de vivre, d'être heureux par sa part de possession de tous les biens de la terre. Peu à peu, l'anarchie en était alors venue à se fondre dans l'évolution communiste, car elle n'était en réalité qu'une négation politique, elle différait simplement des autres sectes socialistes par sa volonté de tout abattre pour tout reconstruire. Elle acceptait l'association, les groupes libres, vivant d'échanges sans cesse en état de circulation, se dépensant et se reconstituant comme le sang même du corps, et le grand empire où elle avait triomphé parmi les massacres et le grand empire où elle avait triomphé parmi les massacres et les incendies est allé rejoindre les autres peuples libérés dans la Fédération universelle. Sorette cessa de parler, immobile et rêveuse, le coude appuyé au dossier du fauteuil, et Luc dit, avec lenteur de sa voix qui s'embarrassait: oui, au dernier jour, au seuil de la terre promise, les anarchistes, après les collectivistes, devaient rejoindre les disciples de Fourier. Si les chemins étaient différents, le but restait commun. Merci à vous et rendez-vous dans moins d'une petite semaine pour un nouveau numéro. À bientôt.